Quand j'étais à l'université, je surveillais la résidence d'une famille pendant quelques années lorsqu'ils s'absentaient pour leur congé annuel en famille. J'ai eu plusieurs autres expériences troublantes, mais celle dont je veux parler aujourd'hui est celle qui m'a poussée à cesser de garder leur demeure. J'avais une vingtaine d'années et j'essayais de faire en sorte que mon emploi du temps réponde à mes besoins. La surveillance de maison était l'une des nombreuses activités annexes que j'avais. La famille partait à l'étranger pour 2 semaines et n'avait aucun service. Donc si quelque chose tournait mal, je devais contacter la police ou leurs proches selon la situation. Veuillez garder à l'esprit que j'avais déjà eu quelques moments inquiétants dans leur demeure auparavant. Mais cela n'avait jamais été assez effrayant pour me décourager car ils payaient généreusement. Je travaillais dans un refuge pour animaux. J'étais donc bien familiarisée avec les soins aux bêtes et je connaissais le comportement des félins. Cette famille avait 4 chats qui se sont tous bien comportés pendant les premiers jours. Tout se passait bien. J'ai dormi dans la pièce réservée aux invités et je me rendais à l'école depuis leur maison car ils vivaient assez près de l'endroit où je pouvais simplement marcher jusqu'au cours et je n'avais pas à payer pour le stationnement ni à apporter de repas puisque je pouvais simplement retourner chez eux. Puis les problèmes ont débuté après quelques jours. Mon compagnon de l'époque est venu avec le dîner pour me tenir compagnie car il savait que j'étais toujours un peu nerveuse dans cette maison. Nous sommes assis dans la pièce réservée aux invités et avons regardé la télévision pendant quelques heures en mangeant jusqu'à ce qu'il dise qu'il avait besoin de rentrer chez lui. Parfois il dormait, mais m'a dit ce soir-là en particulier qu'il avait une forte intuition qu'il devait dormir à la maison. Il m'a encouragé à rentrer parce que cette intuition qu'il avait était vraiment mauvaise à ce moment-là. Il était environ minuit, et pour être honnête, je ne voulais pas rentrer. Franchement, j'ai une vie familiale compliquée, et je ne m'entendais pas avec mes parents. Le seul moment où j'avais une pause de la maison était cette surveillance annuelle une fois par an, et je n'avais pas envie de la gâcher. Mon seul frère, qui est aussi mon meilleur ami, a déménagé à cause de la toxicité. Honnêtement, la maison n'était plus un foyer. Sans eux, je lui ai dit que j'irais bien et fermerais à clé après son départ. Il était toujours très mal à l'aise et a essayé de me convaincre de rentrer. Une fois de plus, il a tenté d'expliquer que même s'il avait déjà dormi ici pour une raison quelconque ce soir, la maison semblait juste perturbante. Je pensais que c'était parce que la maison avait plus d'1 siècle, mais elle venait juste d'être rafraîchie, donc je me suis senti mieux à ce sujet. Je lui ai rappelé qu'il y avait un système de sécurité dans la maison, que j'avais toujours dit le quartier était sûr et que j'avais 4 chats amicaux avec moi. Il est parti à contre-cœur et a conduit jusqu'à chez lui. C'est à ce moment-là que cela a commencé à se produire. J'ai fermé toutes les portes et fenêtres, tout verrouillé, et activé le système de sécurité. Une fois que je me suis sentie à l'aise dans mon lit, la télévision a commencé à s'allumer toute seule. Nous utilisions juste l'écran, alors j'ai pensé que je m'étais accidentellement assis sur la télécommande. Mais j'ai vu la télécommande sur la table de nuit. Je l'ai rapidement éteinte. Au moment où elle s'est éteinte, rallumée, j'ai pensé que c'était étrange, puisque l'écran fonctionnait parfaitement toute la nuit. Mais c'était encore plus bizarre que lorsque la télévision s'allumait toute seule. Elle passait sur cette chaîne vide, comme si elle était juste en noir et blanc. Comme si elle n'avait aucun signal. Alors je n'arrêtais pas de l'éteindre et elle n'arrêtait pas de s'allumer. J'ai commencé à paniquer et à débrancher complètement l'écran. Même si j'avais déjà eu des moments effrayants auparavant dans cette maison, celle-là n'était jamais arrivée. Avant, je me suis dit que la demeure était juste rafraîchie, peut-être qu'il y avait des problèmes d'électricité. Je ne suis toujours pas rentrée et je suis allée dormir sur le sofa à la place. Le lendemain, mon compagnon est revenu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit précédente et il m'a dit que j'aurais dû rentrer. J'étais assez paniquée, mais honnêtement ce n'était toujours pas aussi grave que de devoir m'occuper de ma famille. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble à nouveau et regardé un film dans le séjour. Pour cette prochaine partie, je dois expliquer la structure de la demeure à 2 niveaux. Il y a le rez-de-chaussée où vous entrez par la porte principale directement dans le séjour, et le deuxième niveau est en fait le sous-sol, qui est essentiellement un grand espace avec une autre pièce qui peut être utilisée comme chambre réservée aux invités. Les escaliers menant en bas sont incroyablement grinçants et effrayants. Je ne comprends pas pourquoi ils ne les ont pas réparés pendant la rénovation. Quant aux chats, ils aiment être partout et n'importe où. Ils avaient tous la personnalité, où ils voulaient être près de vous mais pas nécessairement tenus ou câlinés. C'étaient tous des félins assez calmes qui préféraient les environnements plus tranquilles. Du 4 chats, il y avait un félin qui était le plus jeune, environ 3 ans, et il était juste un peu plus petit que les 3 autres. Cette nuit-là, alors que nous regardions les films, mon sang s'est glacé lorsque j'ai entendu des bruits venant du sous-sol qui ressemblaient à ceux d'un bébé qui pleure. Mon compagnon s'est figé alors qu'il se tournait lentement pour me regarder, comme s'il me faisait signe silencieusement. Si je l'entendais aussi, je me souvenais de mon temps où je travaillais dans un refuge pour animaux pendant ma formation, que parfois les félins font comme des bébés, surtout s'ils sont en détresse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les chats aiment être entourés de gens et vous suivent partout dans la maison, mais pas assez près pour vous faire des câlins. J'ai compté, et je n'en ai compté que 3. Le petit félin plus jeune avait disparu. J'ai pensé que ça devait être le plus jeune chat, et je suis descendue au sous-sol où je l'ai trouvé coincé dans la pièce réservée aux invités. Il était plus petit mais énergique que les autres chats. Il a en quelque sorte fermé la
porte derrière lui et était coincé dans la pièce tout seul. Je l'ai porté dans les escaliers. Et nous avons repris le film. Au milieu du film, nous l'avons mis en pause car il était temps de nourrir les chats. Les propriétaires avaient un horaire de nourriture strict. Pour leur félin, la station de nourriture pour chats était dans la cuisine et la cuisine était la seule zone qui communiquait avec le sous-sol. Pour mieux expliquer la disposition de la maison, l'entrée principale communique avec le séjour. Le séjour se divise ensuite en deux sections différentes, l'une communique avec la cuisine et l'autre avec 3 chambres, l'une étant la pièce réservée aux invités, une principale et une autre chambre qui appartient à l'enfant de la famille, avec le séjour étant également relié à la cuisine. La cuisine était zone de passage par laquelle vous devez entrer pour aller au sous-sol ou au séjour. Pour ces chats, le seul moment où ils ne voulaient pas être près des humains, c'était pendant qu'ils mangeaient et après avoir mangé, car ils aiment faire la sieste ou se reposer le ventre plein. Ils aiment faire la sieste dans la chambre principale ou celle des adolescents car ça sent comme leur famille. Ils faisaient toujours ça chaque année que je les surveillais, donc ce n'était pas nouveau non plus inhabituel de ne pas les voir. Pendant un petit moment après l'heure du repas, nous avons terminé notre film et sommes allés dans la cuisine vide de tout chat. Alors que nous apprécions le dîner, nous avons tous les deux encore entendu des bruits de pleurs venant du sous-sol. C'était naturellement plus fort parce que nous étions dans la cuisine qui était plus proche du sous-sol. Je n'ai vu aucun chat dans la cuisine et je n'ai pas pensé à vérifier le séjour parce que je paniquais intérieurement. Mon compagnon était visiblement effrayé et je lui ai dit que j'allais vérifier car c'était probablement encore le félin. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que les cris étaient un peu différents de tout à l'heure. Ils étaient plus fréquents et aigus. J'ai allumé les lumières du sous-sol et j'ai lentement descendu les escaliers en disant le nom du chat. À chaque pas les pleurs sont devenus plus forts, mais quand j'ai enfin réussi à descendre, les pleurs ont brusquement cessé. J'ai vérifié la pièce réservée aux invités, toutes les crevasses, et sous le sofa il n'était nulle part. À ce moment-là j'avais tellement peur et je pouvais entendre mon cœur battre dans ma tête. Je ne fais même pas de marche régulière, je ne fais certainement pas de course, et je ne cours absolument pas, mais j'ai couru dans ces escaliers comme si ma vie en dépendait. Quand je suis revenu dans la cuisine, j'ai senti tout mon corps devenir froid alors que mon cœur se serra. Mon compagnon se tenait dans la cuisine avec un regard horrible sur son visage alors que les 4 chats l'entouraient. Il m'a dit qu'en descendant les escaliers au bruit de pleurs, les 4 chats sont sortis en même temps de la zone où se trouvaient les chambres. Aucun chat n'était descendu tout le temps. J'ai immédiatement et silencieusement emballé mes affaires, je les ai coincées dans mon sac à dos et nous avons tous les deux quitté la maison. Pour la semaine restante, je ne revenais à la maison qu'une fois par jour pour nettoyer la litière et les nourrir. Je sais que j'allais à l'encontre de leur horaire de repas, mais à ce stade je m'en fichais vraiment. Après le dernier jour où j'ai fermé à clé, laissé tomber les clés dans leur cachette, les a remerciés pour l'opportunité, mais que c'était ma dernière fois et que je ne suis jamais revenu détester cette demeure. Et en repensant aux expériences que j'ai vécues chaque année, cela semblait s'aggraver. J'aurais dû arrêter beaucoup plus tôt. Je me souviens encore d'avoir appelé mon frère pendant le trajet vers la maison de mes parents après l'incident. Je me suis senti encore plus mal quand ils ont révélé qu'ils avaient aussi eu leur propre expérience dans cette demeure et l'ont gardé loin de moi parce qu'ils savaient que j'essayais d'économiser de l'argent pour déménager. Et ils ne voulaient pas me faire peur. Moi d'abord, je vais commencer par les descriptions de toutes les personnes impliquées. Je m'appelle Kelsey, j'avais 17 ans au moment de cet événement. Je mesure 5 minutes 3 secondes, mon ami. Allez, 5 minutes 8 secondes, mon ami Samy mesure 5 minutes 7 secondes. C'était le 19 mars 2016, j'étais en train de surveiller des chiens chez une connaissance de ma mère pour gagner un peu d'argent supplémentaire pour m'aider avant de partir à l'université l'année prochaine. C'était une nuit de printemps fraîche et les gens pour qui je surveillais les chiens ont une terrasse super cool où mes amis et moi aimons fumer. Alors j'ai décidé d'inviter 2 de mes autres amis à passer la nuit et rendre toute cette histoire de garde de chiens plus amusante. Ale et Samy étaient un peu plus âgés. Ale avait 23 ans et Samy 22 ans. Ils nous ont apporté de la vodka à boire. Nous avons traîné pendant quelques heures, bu, fumé, ri et rattrapé le temps perdu. Puis nous avons commencé à recevoir une série d'appels téléphoniques. Normalement, ce ne serait pas bizarre sauf que le téléphone était censé être déconnecté. Nous avons ignoré les premiers appels en pensant qu'il laisserait un message ou un rappel le matin car il était presque minuit. Les appels étaient persistants et nous pouvions dire que cette personne n'allait pas nous laisser seuls jusqu'à ce que nous répondions. Samy a décidé de répondre au téléphone et il y avait un homme en ligne prétendant avoir le portefeuille du propriétaire dans une station-service à 25 minutes de la maison, ce qui n'avait aucun sens. Cet homme a insisté pour que nous venions chercher le portefeuille maintenant, ce que nous avons tous trouvé extrêmement étrange après des minutes d'insistance de cet homme sur le fait qu'il était urgent que nous venions chercher le portefeuille. Samy a finalement fait comprendre à l'homme que nous ne quittions pas la maison et que nous le récupérerions le lendemain matin. Nous avons raccroché le téléphone et nous avons tous eu une sensation étrange dans l'estomac. Nous avons attrapé le chien Willis et avons couru dans la chambre arrière, fermé tous les stores et verrouillé la porte. Nous avions déjà un jugement altéré à cause de l'herbe et l'alcool. Nous avons discuté des choses et décidé que nous étions juste paranoïaques et que l'homme essayait de s'assurer que nous rendions le portefeuille au propriétaire en toute sécurité. Des heures passent pendant lesquelles nous buvons et fumons encore plus, puis nous décidons de regarder un film comique et de préparer à manger pour nous calmer et préparer le lit. Ce soir-là, nous sommes passés de la terrasse au salon et avons mis un DVD. La terrasse est située entre la cuisine et le salon de la maison. L'arrière-cour, près de la piscine, porte entre la piscine et terrasse, n'a pas de verrou, mais la porte qui est entre la cuisine, le salon et la terrasse n'a pas de trappe pour chien.
que Willis puisse sortir à l'arrière pour aller aux toilettes, donc nous sommes tous d'accord que même si nous étions un peu effrayés par l'appel téléphonique, nous étions dans un quartier sûr et Willis aboyait. Si quelque chose arrivait à la porte, le temps passe, nous rions sur les canapés à lait, et moi assis l'un à côté de l'autre sur l'un et Samy de l'autre côté de la pièce sur l'autre. L'horloge a sonné 3 heures du matin, et c'est là que les choses ont commencé à devenir effrayantes. Rappelez-vous plutôt comment nous avons laissé la porte verrouillable ouverte de terrasse pour que Willis puisse sortir. Faire pipi, c'est par là qu'il est entré, je suis complètement immergé dans la comédie, mais avez-vous jamais eu ce sentiment inexplicable d'être observé par quelqu'un? Ce sentiment est soudainement devenu trop puissant. Je me tourne vers la cuisine et vois une silhouette sombre penchée dans la cuisine. Je me fige et pendant une seconde réfléchis, je vois des choses que je regarde tandis cette silhouette atteint le placard et c'est là que je réalise qu'il y a quelqu'un dans la maison. Je pousse le côté d'Alais avec mon coude et dis très doucement: Allez, je pense qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle regarde dans la cuisine et crie au meurtre. Cette silhouette sombre tourne ensuite la tête et me regarde directement. Nous établissons un contact visuel et je sens tout mon corps se tendre. Tout ce que je peux voir, c'est ses yeux bleus perçants qui se projettent contre la lampe orange juste en dessous du placard sur la table. Tout le reste était couvert par son goudis noir, pantalon, ses chaussures et ses gants. Il portait même un masque de ski qui lui couvrait le nez et la bouche. Samy se lève alors pour regarder ce que Alais et moi regardons et trouve en quelque sorte le courage de crier: Sors d'ici. Il ferme calmement le placard et sort lentement par les portes vitrées. Nous levons immédiatement et nous précipitons vers le coin de la pièce le plus éloigné de l'endroit où il était accroupi et appelons le 911. Ils arrivent 3 minutes plus tard et fouillent toute la demeure, prennent nos déclarations et restent dehors pour le reste de la nuit pour voir si l'intrus revenait. Nous 3 ne restions pas assez longtemps pour voir s'il reviendrait. Nous laissions notre alcool-herbe et ma voiture à la maison avec les agents et le chien et rentrions chez nous. Nous revenions le lendemain pour trouver des vêtements éparpillés dans la maison en désordre et des miettes près de la chatière, ce qui est compréhensible pour que Willis n'aboie pas sur quiconque entrait. À ce jour, nous n'avons toujours aucune idée de qui nous a appelés et où est entré dans cette maison. Je ne suis pas retourné depuis que j'ai 28 ans. Je suis un amoureux des animaux depuis que je suis enfant, ce qui m'a conduit à poursuivre une carrière en rapport avec les bêtes. Je suis assistante vétérinaire. Mais pendant un certain temps, j'avais aussi un petit boulot secondaire dans lequel je proposais un ensemble de soins pour les animaux des personnes partant en vacances. Et tout ça allait des chats aux chiens, insectes, oiseaux. J'avais en fait eu des week-ends entiers à la maison plusieurs fois pour des personnes qui n'avaient vraisemblablement pas de proches disponibles pour les surveiller. Étant une jeune femme qui travaille déjà dans un hôpital vétérinaire, la plupart des gens, ils n'étaient pas intimidés par l'idée que je reste chez eux. Pendant leur absence, je n'étais pas juste une personne au hasard dans la rue. Mes références étaient partout sur Internet. J'ai reçu une réponse à mon annonce un jour d'un homme nommé Jerry qui recherchait mes services. Il avait un ara d'une 20aine d'années et un chat qu'il devait faire surveiller pendant un week-end son absence. Il a tout de suite proposé un prix et m'a offert $300 pour tout le week-end. J'ai accepté cette offre parce que c'était une bonne affaire. J'ai de l'expérience avec les oiseaux de tout type, y compris les aras, mais ce serait la première fois que j'en surveillais un pendant un week-end entier. J'ai rencontré Jérémy. Chez lui, c'était une maison d'angle normale et simple pour le quartier. C'était un petit homme d'une 50aine d'années. Si je devais deviner, il avait les cheveux gris et une moustache grise. Il semblait très amical d'après mon expérience. La plupart des amoureux des animaux le sont. Après avoir rencontré Jérémy, j'ai vu son oiseau Ringo et son chat Casper était énorme. J'ai manipulé des aras dans le passé, ce que j'ai supposé être en partie la raison pour laquelle Jérémy m'a embauché. Il a parlé de la personnalité de Ringo, ses bizarreries, et comment le faire taire s'il fait du bruit. Ringo n'arrêtait pas de dire que papa était à la maison car Jérémy s'en occupait. Il a ri et dit que c'était ce qu'il disait quand il le voyait. Ringo a dit quelques autres phrases en plus de ça, toutes des phrases de 2 ou 3 mots. Après m'avoir montré comment nettoyer la cage et tout ce genre de choses, il m'a montré le reste de la maison et m'a dit à quelle fréquence nourrir Casper. Il m'a demandé de ne pas aller dans d'autres pièces à l'étage à part la pièce réservée aux invités, où je dormirais, ce qui était compréhensible. Il y avait une salle de bain à l'étage juste à côté de la pièce, et il m'a dit que je pouvais me servir de sa nourriture, mais je suis végétalienne alors j'ai apporté ma propre nourriture pour le week-end. Après tout ça et après qu'il ait apprendre à me connaître un peu, il m'a donné la clé de la maison et est parti. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il partait et je suis restée seule avec Ringo et Casper. Il était déjà tard dans la journée à ce moment-là, vers 20 h. Il faisait sombre, donc il n'y avait plus grand-chose à faire cette nuit-là. Casper était déjà nourri et Jérémy avait déjà laissé assez de nourriture dans la cage Ringo. Pour la nuit, la cage était dans le séjour au centre de la maison, juste à côté de l'écran. Alors j'ai allumé et me suis laissée tomber sur le canapé. Casper se cachait quelque part dans la maison hors de vue. Ringo était juste assis dans la cage me regardant. Après quelques heures à regarder l'écran et à manger mon petit dîner, je suis allée me coucher. Aucune raison de rester éveillée super tard. J'ai dormi avec la porte de la pièce ouverte et je me suis réveillée au milieu de la nuit à cause d'un bruit. La meilleure façon de le décrire était 2 sons de craquement fort. Je me suis assis et j'ai écouté pendant une seconde rien. Alors je me suis
Recouché, et je me suis rendormi. Il y avait un oiseau géant dans une cage en bas. Entendre des bruits n'était pas inattendu. Le lendemain a été assez facile. J'ai nettoyé la litière des moulages, je l'ai nourri. Et j'ai nourri Ringo, j'ai laissé l'oiseau jouer. Pendant quelques heures, il s'est perché sur le dossier du canapé derrière moi. Pendant que je regardais l'écran, Jérémy m'a dit que Casper et Ringo s'ignoraient généralement l'un l'autre pour ne pas avoir à m'inquiéter qu'un attaque l'autre avance. Rapide de quelques heures et j'ai quitté la maison pour aller explorer un peu la région. Je suis allé me promener dans le parc et j'ai appelé quelques-uns de mes amis sur FaceTime. J'ai aussi fait un peu de route et j'ai pris de la nourriture pour le dîner ce soir-là. Avant de rentrer à la maison, il était environ 19 h. Quand je suis revenu, j'ai interagi avec les animaux pendant quelques heures, pendant que je mangeais mon dîner et regardais l'écran. Jérémy était censé rentrer tard à la maison. Demain, je me suis encore couché tôt. Je me suis endormi avec la porte ouverte à nouveau. Mais une fois de plus, je me suis réveillée au son. Cette fois, je crois que c'était le son de la porte de la pièce qui se fermait. J'ai levé les yeux et j'ai vu que la porte de la pièce était maintenant fermée, alors que les fenêtres étaient ouvertes. Il n'y avait pas ou peu de vent pour créer un courant d'air. C'était bizarre. Je pouvais aussi entendre des bruits en bas. On aurait dit que Ringo se déplaçait dans sa cage en train de parler. Je suis sortie de mon lit pour vérifier comment il allait, m'assurer qu'il allait bien. Alors que je descendais les escaliers, je l'ai entendu parler plus clairement. Je suis arrivée à la cage et j'ai vu qu'il était bien réveillé. En me promenant, je me souviens de ce que Jérémy m'a dit de faire pour le calmer. Je lui ai donné une friandise particulière. J'ai fouillé dans le sac pour en attraper une, mais il a ensuite dit la phrase « Papa est à la maison ». J'ai trouvé ça étrange et légèrement perturbant. J'ai mis une friandise devant le visage de Ringo et il l'a attrapé. Cela a finalement fini par le faire arrêter de faire du bruit, mais c'était quand même bizarre qu'il se réveille au milieu de la nuit. Je suis retournée dans la pièce et j'ai laissé la porte ouverte. Je me suis rendormie et je ne plaisante pas, je me suis réveillée une fois de plus, peut-être un peu plus d'une heure plus tard. Cette fois, je n'ai pas entendu ce qui m'a réveillée, mais j'ai levé les yeux dans la pièce étourdie et l'obscurité presque noire de la pièce. J'ai vu une forme noire au centre de la pièce s'éloigner du lit et sortir par la porte. Je me suis assis et j'ai presque crié jusqu'à ce que je revienne complètement à moi. Je me suis alors demandé si ce que je venais de voir était une illusion ou non. J'ai attrapé mon téléphone pour allumer la lampe de poche, mais sur l'écran j'ai vu que j'avais reçu un SMS de Jérémy il y a environ une heure. C'était lui qui me disait moi que si Ringo fait du bruit au milieu de la nuit c'est normal et de l'ignorer. J'ai regardé mon écran relire le texte au moins 10 fois. Ce texte a été envoyé commodément à peu près au même moment où je me suis levée pour donner une friandise à Ringo. Je me suis sentie malade. Tout d'un coup cette forme noire dans la pièce je viens de voir, et si c'était réel et si ce n'était pas une illusion? Je suis sortie du lit et j'ai allumé la lampe. J'ai commencé à faire mon sac aussi vite que possible. Je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements donc j'ai fait mes bagages très rapidement. Je suis allée tranquillement dans la salle de bain à côté pour prendre rapidement tous mes articles de toilette, puis je suis sortie sur la pointe des pieds de la salle de bain, et j'étais dans le couloir à l'étage presque noir avec toutes les portes des chambres. J'ai regardé dans le couloir, et je pourrais jurer avoir entendu le plus faible bruit venant d'une des chambres. Je ne sais pas pourquoi, mais cette curiosité irrésistible m'a presque hypnotisée et j'ai rampé dans le couloir jusqu'à ce que je présumais être la chambre principale. J'ai mis mon oreille près de la porte et j'ai entendu un bruit de grincement qui ressemblait à un lit. Il était là, ce type étrange. J'ai frappé à la porte et j'ai dit « Jérémy, tu es là ». Le bruit du grincement s'est arrêté et il eut un silence de mort. Je me suis répété et cette fois j'ai dit « Si tu es dans la maison, j'ai besoin de savoir tout de suite avant de partir ». Toujours silencieux, j'ai quitté la maison en hâte laissant la clé sur la table et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, je lui ai envoyé un long message vocal disant que j'envisageais de signaler cela aux autorités comme une sorte de harcèlement ou une situation d'atteinte à la vie privée, et que j'étais extrêmement perturbée qu'il soit dans la maison. Il a immédiatement essayé de m'appeler 3 fois, mais honnêtement j'étais trop effrayée pour décrocher. Il m'a ensuite envoyé un message s'excusant et disant que son frère était rentré à la maison de façon inattendue cette nuit-là. Je savais que c'était complètement insensé. J'ai exigé qu'il me paie et je n'irai pas plus loin. Il m'a envoyé un paiement via une application et c'était tout. Je déteste même mentionner cette partie, mais le lendemain j'ai réalisé qu'il me manquait un certain vêtement dans mon sac dont je sais pertinemment qu'il a été pris dans mon sac. J'ai en grande partie choisi de bloquer ce souvenir. Ce sera la première et dernière fois que j'écrirai un récit détaillé de cette expérience.